Pour ces 5 individus, les Jeux olympiques représentaient le sommet de l'accomplissement humain, l'unité internationale et la poursuite des rêves sur la plus grande scène mondiale. Mais dans des moments qui auraient dû être remplis de triomphe et de gloire, la tragédie a frappé avec une force dévastatrice. Ce sont les histoires de rêves olympiques qui se sont transformées en cauchemars. C'était le 12 février 2010, et l'air du matin au centre de glisse de Whistler crépitait d'une énergie nerveuse, alors que les meilleurs athlètes de luge du monde se préparaient pour leurs derniers entraînements avant le début de la compétition des Jeux olympiques de Vancouver. La piste, taillée dans le flanc de la montagne au nord de Vancouver, était réputée comme la piste de luge, la plus rapide et la plus techniquement exigeante jamais construite, avec des vitesses dépassant régulièrement 150 km/h sur ses 17 virages exigeants. L'installation représentait le summum de l'ingénierie des sports de glisse, bien que plusieurs athlètes se soient déjà écrasés lors des entraînements, soulevant des inquiétudes quant à sa difficulté extrême. Nodar Kumaritashvili ajusta son casque alors qu'il se préparait pour ce qui serait sa dernière descente d'entraînement, sa silhouette frêle dissimulant le courage nécessaire pour dévaler une piste de glace à des vitesses d'autoroute. L'athlète géorgien de luge participait à ses premiers Jeux olympiques, portant les espoirs de sa petite nation et l'héritage de son père, qui avait également été un lugeur compétitif. Son enthousiasme juvénile et sa détermination lui avaient valu le respect de ses concurrents, bien qu'il ait eu du mal avec le tracé impitoyable de la piste de Whistler lors des séances d'entraînement. La piste de Whistler avait été conçue pour repousser les limites de la technologie de la luge, avec le départ le plus raide du sport et des virages générant des forces G qui mettaient à l'épreuve l'endurance humaine. Nodar avait travaillé avec ses entraîneurs pour maîtriser les subtilités de la piste, mais la vitesse et les exigences techniques du parcours s'étaient révélées difficiles pour de nombreux athlètes. Plusieurs concurrents s'étaient écrasés pendant l'entraînement et des préoccupations concernant la sécurité avaient été soulevées, bien que les officiels aient affirmé que la piste respectait toutes les normes internationales. Les débuts olympiques de Nodar représentaient l'aboutissement de plusieurs années d'entraînement dans les installations limitées de la Géorgie, où il avait appris le sport malgré un accès uniquement à un équipement et un encadrement de base. Sa famille avait fait des sacrifices financiers pour soutenir sa carrière en luge, et sa présence aux Jeux olympiques était une source de fierté immense pour les fans de sport géorgiens. Le jeune athlète était déterminé à honorer son pays et l'héritage de son père malgré la réputation intimidante de la piste. Alors que Nodar commençait sa dernière descente d'entraînement, il s'installait dans la position aérodynamique que les athlètes de luge maintiennent tout au long de leur descente à grande vitesse. Les premières sections de la piste se déroulèrent sans encombre, alors qu'il naviguait dans les virages difficiles avec l'habileté qui lui avait valu sa place olympique. Les spectateurs et les officiels regardaient alors qu'il prenait de la vitesse dans les sections intermédiaires, son luge atteignant près de 90 miles par heure alors qu'il approchait de la zone la plus dangereuse de la piste. En sortant du dernier virage de la piste, Nodar a perdu le contrôle de son luge en une fraction de seconde, qui allait changer l'histoire des Jeux olympiques à jamais. La combinaison de vitesse extrême et une légère erreur de direction l'a envoyé s'écraser contre le mur de la piste, son luge devenant aérien en frappant la barrière. Il a été projeté par-dessus le mur de protection à près de 90 miles par heure, son corps volant dans les airs avec une force dévastatrice. Nodar a heurté un pilier de soutien en acier non rembourré avec un impact énorme, la collision causant des blessures mortelles à la tête et au cou qu'aucun équipement de protection n'aurait pu prévenir. L'accident a été filmé et a été vu par d'autres athlètes, entraîneurs et officiels de la piste qui ont regardé avec horreur les rêves olympiques du jeune Géorgien se terminer en tragédie. Le personnel médical l'a atteint en quelques minutes, mais la gravité de ses blessures a rendu la survie impossible. Nodar Kumaritashvili a été déclaré mort au centre de soins de santé de Whistler, quelques heures seulement avant le début prévu de la cérémonie d'ouverture, jetant une ombre sur ce qui aurait dû être une célébration de la réussite olympique. Les Jeux olympiques ont continué comme prévu, mais la piste de luge a été immédiatement modifiée avec des murs plus hauts et un rembourrage supplémentaire pour éviter des tragédies similaires. La mort de Nodar a déclenché un débat intense sur la question de savoir si la quête de vitesse dans les sports de glisse était allée trop loin, conduisant à des examens de sécurité complets des pistes dans le monde entier. C'était le 27 juillet 1996, et l'air chaud de la soirée à Atlanta vibrait des sons de la célébration alors que des milliers de visiteurs olympiques se rassemblaient dans le Centennial Olympic Park pour un concert gratuit qui incarnait l'esprit festif des Jeux.
Le parc de 21 acres avait été conçu comme le cœur d'Atlanta olympique, un lieu où des personnes du monde entier pouvaient se rassembler pour célébrer les exploits sportifs et l'amitié internationale. La scène en plein air présentait le groupe Jack Mack et The Heart Attack, dont la performance énergique avait attiré une foule de fêtards profitant de la chaude nuit d'été. Alice Hawthorne souriait en regardant le concert avec sa fille de 14 ans, leur visage illuminé par les lumières de la scène, alors qu'elle profitait de ce qui devait être une expérience olympique magique. À 44 ans, la résidente d'Albany, en Géorgie, avait économisé pendant des mois pour amener sa fille aux Jeux olympiques, considérant ce voyage comme une occasion unique de vivre l'histoire et de partager l'esprit olympique. Son enthousiasme pour les Jeux était contagieux et elle avait passé la journée à explorer les sites olympiques et à s'imprégner de l'atmosphère internationale. Le parc était devenu la vitrine d'Atlanta pour l'hospitalité olympique, avec des concerts, des expositions et des célébrations qui attiraient des centaines de milliers de visiteurs pendant les Jeux. Alice et sa fille faisaient partie des nombreuses familles qui avaient fait du parc leur lieu de rassemblement, profitant des divertissements gratuits et de l'occasion de rencontrer des gens du monde entier. L'atmosphère festive faisait oublier les préoccupations de sécurité, car le parc ressemblait à un havre de paix au cœur de la ville olympique. Le garde de sécurité, Richard Jewell, avait patrouillé dans le parc tout au long de la soirée, son œil exercé scrutant la foule à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Lorsqu'il a découvert un sac à dos suspect contenant des bombes artisanales près d'une tour de son, il a immédiatement commencé à évacuer la zone autour de l'engin. Ses actions rapides et sa formation professionnelle allaient sauver d'innombrables vies, bien que tout le monde n'échapperait pas à la tragédie à venir. À 1h20 du matin, alors que le concert continuait et que des milliers de personnes profitaient de la douce nuit d'Atlanta, la bombe artisanale a explosé avec une force dévastatrice. L'explosion a projeté des éclats dans le parc bondé, transformant une célébration en une scène de chaos et de terreur. Alice a été frappée par des éclats métalliques de la bombe, subissant des blessures mortelles alors que l'explosion déchirait le rassemblement auparavant paisible. La détonation de la bombe a créé une panique immédiate, alors que les spectateurs du concert fuyaient dans toutes les directions, beaucoup ne comprenant pas ce qui s'était passé ni d'où venait le danger. Alice est tombée au sol, tandis que sa fille criait à l'aide. L'atmosphère festive, remplacée par les sons des sirènes et des pleurs. Plus de 100 autres personnes ont été blessées par l'explosion et la bousculade qui a suivi, alors que le parc s'est devenu un champ de bataille entre le bien et le mal. Les secouristes se sont précipités pour soigner les blessés, alors que le chaos éclatait dans le parc auparavant festif. Les blessures d'Alice étaient trop graves pour qu'elle survive, et elle est devenue la seule victime directe de l'attentat terroriste qui allait à jamais changer la sécurité olympique. Sa mort représentait la perte de l'innocence qui avait défini le mouvement olympique, car les Jeux ne pouvaient plus être considérés comme à l'abri de la violence du monde. Les Jeux olympiques ont continué malgré l'attentat, avec des mesures de sécurité renforcées mises en place immédiatement dans tous les sites olympiques. La mort d'Alice a mis en évidence la vulnérabilité des spectateurs olympiques et a conduit au protocole de sécurité complet qui définissent désormais les Jeux olympiques modernes, garantissant que son sacrifice protégerait les futurs visiteurs olympiques. C'était le 22 février 1992. Et l'air frais des montagnes à les Arcs portait l'excitation de la compétition olympique, alors que les skieurs de vitesse se préparaient pour ce qui serait la dernière fois que leur sport apparaîtrait au programme olympique. Le sport de démonstration, où les athlètes atteignaient des vitesses dépassant 120 miles par heure sur des pentes de montagne abruptes, représentait la limite absolue de la vitesse humaine sur des skis. Le parcours à les Arcs était parfaitement préparé, avec un ciel dégagé et des conditions de neige optimales, qui promettaient des conditions idéales pour le sport extrême qui poussait le courage humain à ses limites. Nicolas Boschataille ajusta sa combinaison de course aérodynamique alors qu'il se préparait pour un échauffement avant la finale de ski de vitesse. Sa silhouette élancée reflétait des années d'entraînement dans la discipline de ski la plus dangereuse de Suisse. À 27 ans, il était l'un des meilleurs skieurs de vitesse de son pays, ayant consacré sa vie à maîtriser un sport qui combinait compétences techniques et courage brut. Son expérience sur les pentes raides et sa compréhension des dynamiques du ski à grande vitesse avaient fait de lui un concurrent respecté dans la petite communauté d'athlètes assez courageux pour tenter de telles vitesses extrêmes. Le ski de vitesse avait été inclus comme sport de démonstration aux Jeux olympiques d'Albertville, offrant aux athlètes comme Nicolas une chance de montrer leurs compétences sur la plus grande scène mondiale. L'inclusion du sport représentait la reconnaissance de l'incroyable athlétisme nécessaire pour maintenir le contrôle en skiant à des vitesses qui seraient dangereuses en voiture,
Nicolas s'était entraîné pendant des années pour cette opportunité, sachant que l'avenir olympique du ski de vitesse était incertain et que cela pourrait être sa seule chance de participer aux Jeux. Le parcours des arcs était connu dans le monde du ski de vitesse pour son dénivelé abrupt et son potentiel pour des descentes records. Nicolas s'était préparé méticuleusement pour les finales, étudiant chaque aspect du parcours et ajustant son équipement pour une performance maximale. Ses coéquipiers et entraîneurs avaient confiance en ses capacités, sachant que son expérience et ses compétences techniques lui donnaient une chance légitime de remporter une médaille olympique dans l'épreuve de démonstration. Alors que Nicolas commençait son échauffement sur une piste publique adjacente au parcours officiel de ski de vitesse, tout semblait routinier pour un athlète habitué aux vitesses extrêmes et aux conditions difficiles. Il skiait avec ses coéquipiers en préparation pour les finales, passant par la préparation mentale et physique qui était devenue une seconde nature après des années de compétition. Les conditions matinales étaient les parfaites, avec une visibilité excellente et des conditions de neige idéales pour le ski à grande vitesse. Pendant son échauffement, Nicolas a décollé sur une petite bosse du terrain, une occurrence courante en ski de vitesse que les athlètes apprennent à gérer grâce à l'expérience et à l'entraînement. Mais en atterrissant, il s'est retrouvé directement sur la trajectoire d'une dameuse qui opérait dans la zone avec sa sirène retentissante et ses feux d'urgence clignotants. La collision était inévitable à la vitesse à laquelle il se déplaçait. Nicolas a percuté la lourde dameuse avec une force énorme, l'impact causant des blessures mortelles qui ont mis fin à sa vie instantanément. L'accident s'est produit vers 9h30 du matin, heure locale, choquant la communauté du ski de vitesse et les organisateurs olympiques qui n'avaient jamais connu une telle tragédie lors de la préparation des compétitions. La collision a mis en évidence les dangers inhérents d'un sport qui pousse les limites humaines à leur maximum absolu. Les finales de ski de vitesse ont eu lieu comme prévu, bien que certains concurrents suisses se soient retirés en hommage à leurs coéquipiers décédés. La mort de Nicolas a marqué la fin des aspirations olympiques du ski de vitesse, car le sport a été immédiatement retiré des futurs programmes olympiques et n'est jamais revenu en tant qu'événement officiel. Son sacrifice a conduit à des protocoles de sécurité renforcés pour tous les sports extrêmes et a contribué à des approches plus prudentes pour inclure des activités à haut risque. C'était le 14 juillet 1912. Et le soleil d'été brillait impitoyablement sur Stockholm, alors que les coureurs de marathon se préparaient à parcourir 40,2 km de campagne suédoise sous des températures qui atteindraient un dangereux 90 degrés Fahrenheit. Les Jeux olympiques de Stockholm de 1912 avaient attiré des athlètes du monde entier. Pour concourir à une époque où la compétition olympique moderne en était encore à ses débuts, lorsque la compréhension médicale des maladies liées à la chaleur était limitée et que les protocoles de sécurité étaient pratiquement inexistants. Le parcours du marathon serpentait à travers des zones rurales, avec un nombre minimal de postes d'eau, créant des conditions qui mettraient au défi même les athlètes les mieux préparés. Francisco Lazaro ajusta son numéro de course alors qu'il se prépare à devenir le premier marathonien olympique du Portugal. Sa silhouette frêle, reflétant la détermination qui l'a amené à Stockholm, malgré les ressources athlétiques limitées de son pays. À 21 ans, il s'était entraîné dans le climat plus doux du Portugal et n'était pas habitué à courir sous la chaleur extrême qui caractériserait ce marathon olympique. Sa présence aux Jeux représentait l'émergence du Portugal dans l'athlétisme international, et il portait sur ses épaules les espoirs de toute sa nation. Le marathon représentait pour Francisco l'occasion d'apporter de l'honneur au Portugal lors de leurs débuts olympiques, une responsabilité qu'il prenait au sérieux malgré sa jeunesse et son inexpérience des conditions extrêmes. Il avait couvert son corps d'huile ou de cire dans une tentative d'empêcher la transpiration, suivant un conseil qui s'avérerait tragiquement mal avisé. La substance allait entraver les mécanismes naturels de refroidissement de son corps, contribuant à la crise liée à la chaleur qui causerait sa mort. La préparation de Francisco avait été limitée par le manque de ressources et d'expérience du Portugal en compétition internationale. Il s'était entraîné assidûment dans son pays, mais rien n'aurait pu le préparer à la combinaison de la pression olympique et des conditions météorologiques dangereuses qu'il affronterait à Stockholm. Sa détermination à réussir pour le Portugal surpasserait les signaux d'alerte de son corps à mesure que la course progressait. La course a commencé dans des conditions déjà dangereuses, avec la température grimpant vers des niveaux qui mettraient au défi n'importe quel coureur de fond. Francisco a commencé prudemment, mais la chaleur a commencé à peser sur tous les concurrents alors qu'ils traversèrent la campagne suédoise. À mi-parcours, il montrait des signes d'épuisement dus à la chaleur, mais sa détermination à finir et à honorer le Portugal le poussait à avancer.
Les spectateurs le long du parcours ont remarqué l'état de détresse de Francisco alors qu'il luttait dans les dernières étapes de la course, mais il n'y avait pas de personnel médical stationné le long du trajet pour fournir de l'assistance. Sa température corporelle montait à des niveaux dangereux alors que ses systèmes de refroidissement naturel échouaient, compromis par l'huile ou la cire qu'il avait appliquée sur sa peau. La combinaison de chaleur extrême, de préparation inadéquate et de tactiques mal avisées a créé une tempête parfaite de crise médicale. Francisco s'est effondré à environ le 19e mile, sa température corporelle atteignant 106 degrés Fahrenheit alors qu'il souffrait d'un coup de chaleur sévère. Il n'a jamais repris conscience après être tombé au sol, ses rêves olympiques se terminant sur une route poussiéreuse en Suède, loin de chez lui. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital de Stockholm, mais les connaissances médicales de 1912 étaient insuffisantes pour traiter une maladie aussi grave liée à la chaleur. Francisco est mort le lendemain matin, des suites de complications liées à un coup de chaleur, devenant ainsi le premier athlète olympique à mourir de causes liées à la compétition. Sa mort a choqué la communauté sportive internationale et a conduit à la mise en place de postes médicaux et de points d'eau le long des parcours de marathon. Le Portugal a pleuré son premier athlète olympique, et Francisco est devenu un héros national malgré l'issue tragique, son sacrifice ayant conduit à l'amélioration des protocoles de sécurité qui protégeraient les futurs marathoniens olympiques. C'était le 26 août 1960, et le soleil romain brûlant frappait impitoyablement le parcours cycliste alors que les températures atteignaient un dangereux 104 degrés Fahrenheit, créant des conditions qui mettraient l'endurance humaine à l'épreuve de ses limites absolues. L'épreuve du contre-la-montre par équipe de 100 km représentait l'un des événements les plus éprouvants du cyclisme, nécessitant un effort soutenu pendant près de 3 heures, dans une chaleur rendant même la station debout inconfortable. L'équipe cycliste danoise était considérée comme une prétendante à la médaille, mais les conditions extrêmes allaient transformer leurs rêves olympiques en une lutte pour la survie. Knud Enemark Jensen vérifia une dernière fois son vélo, alors qu'il se préparait pour le contre-la-montre par équipe qui représentait l'aboutissement de plusieurs années d'entraînement et de sacrifice. À 23 ans, le cycliste danois avait consacré sa vie à atteindre les Jeux olympiques, s'entraînant à travers les hivers rigoureux du Danemark et participant à des compétitions à travers l'Europe pour gagner sa place dans l'équipe nationale. Son corps mince et puissant reflétait d'innombrables heures d'entraînement, tandis que sa détermination à réussir l'avait amené à Rome avec l'espoir de la gloire olympique. Les Jeux olympiques de Rome avaient attiré les meilleurs cyclistes du monde pour concourir dans des conditions qui mettraient au défi même les athlètes les plus préparés. Knud et ses coéquipiers danois se préparaient depuis des mois pour ce moment, étudiant le parcours romain difficile avec ses collines et ses sections techniques. La chaleur extrême était un facteur inattendu qui mettrait à l'épreuve la capacité de chaque athlète à maintenir sa performance tandis que leur corps luttait pour rester au frais. La préparation de Knud avait été méticuleuse, avec des mois d'entraînement conçus pour atteindre le sommet au moment parfait pour la compétition olympique. Il avait étudié le parcours romain et préparé son équipement pour les conditions difficiles, travaillant avec ses coéquipiers pour développer le timing précis nécessaire au succès dans le contre-la-montre par équipe. Sa dévotion au cyclisme avait fait de lui l'un des coureurs les plus prometteurs du Danemark. L'équipe danoise a commencé la course avec confiance, leur entraînement et préparation leur donnant des espoirs légitimes de médailles dans cet événement prestigieux. Knud s'est installé dans le rythme exigeant nécessaire pour réussir, son corps fonctionnant à pleine capacité alors que la température continuait de grimper. Les premières étapes se sont déroulées normalement, l'équipe danoise maintenant sa position parmi les leaders. Au fur et à mesure que la course progressait et que la chaleur s'intensifiait, Knud commençait à montrer des signes de détresse sévères qui allaient au-delà de la fatigue normale de course. L'effort physique extrême combiné à la chaleur dangereuse submergeait les systèmes de refroidissement naturel de son corps. Ses coéquipiers ont remarqué sa condition qui se détériorait, mais étaient concentrés sur le maintien de leur rythme dans les conditions brutales affectant tous les concurrents. Pendant les dernières étapes de la course, Knud s'est soudainement effondré de son vélo, tombant lourdement sur le trottoir et se cognant la tête sur la chaussée. La combinaison de l'épuisement dû à la chaleur extrême et de l'impact de sa chute a causé un traumatisme sévère qui l'a laissé inconscient dans la rue romaine. Ses coéquipiers et les officiels se sont précipités pour l'aider, mais l'état de Knud était immédiatement critique. Il a été immédiatement transporté dans un hôpital de Rome où les médecins ont travaillé frénétiquement pour sauver sa vie, le traitant à la fois pour un coup de chaleur sévère et une fracture du crâne subie lors de sa chute.
Malgré l'intervention médicale, qui représentait le meilleur traitement disponible en 1960, les blessures de Knud se sont avérées trop graves pour être surmontées. Son corps avait été poussé au-delà de ses limites par les conditions extrêmes et l'impact traumatique. Knud Enemark Jensen est mort à l'hôpital des suites d'un coup de chaleur et de blessures à la tête subies lors de sa chute. Sa mort a choqué le monde du cyclisme et a mis en lumière les dangers extrêmes auxquels les athlètes étaient confrontés lors de compétitions dans des conditions météorologiques brutales. La tragédie a conduit à des protocoles de sécurité renforcés pour les épreuves de cyclisme olympique et à une meilleure couverture médicale pour les compétitions d'endurance par temps de chaleur extrême. Merci d'avoir regardé. Juste au moment où vous pensez que les Jeux olympiques représentent le summum de l'accomplissement humain, cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires qui vous feront vous demander si un rêve vaut vraiment le prix ultime.